Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc. Bon matin. C'est un matin qui est difficile, je trouve. C'est une nouvelle, encore une fois, qui est dramatique, que nous avons appris, en ce cas moi, en me levant ce matin. Oui. Un drame qui s'est déroulé dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga, Maisonneuve, en soirée hier. C'est un homme qui a tué ses 2 enfants à coups de couteau. On parle d'un garçon de 7 ans, d'une fillette de 5 ans. Il s'est pendu par la suite. Et selon les informations de Cogeco Nouvelles, ce serait la mère qui aurait fait la découverte en entrant dans le domicile. Mmh. On a appris également par la suite que les parents donc de ces enfants-là étaient en pleine séparation. Le père aurait tenu des propos suicidaires récemment et selon la journaliste Marie-Laurence Delaney, il aurait même été hospitalisé pour cette raison-là il y a quelques semaines. Ah ouais? Ouais. Oups! Ouais. Ça, je le savais pas. Oui. Il y a plusieurs questions là, qui nous montent en tête suite à ça. Une première, et je veux tellement pas être là-dedans, là, mais ça sera une autre émission, là, mais est-ce qu'on laisse des jeunes enfants à quelqu'un qui sort de psychiatrie? C'est quelque chose qui m'est venu en tête. Ah, oui. Avec raison. Avec raison. Mais tout d'abord, oui. Moi, aujourd'hui, je vais annoncer tout de suite c'est quoi notre question, mais je veux commencer par vous faire une entrevue. Comme psychiatre, là. Mais moi, aujourd'hui, le thème de l'émission, on va partir de là. Et j'aimerais, surtout ceux qui sont en train de le vivre présentement, là, servez-vous de nous, là. Servez-vous de l'émission, là, pour avancer. J'aimerais qu'on m'explique. Comment expliquer que vous ayez vécu ou que vous vivez actuellement une détresse psychologique suite à une séparation? Moi, c'est pas la première fois que j'entends ça, là. Dans les dernières semaines, 2 personnes que j'ai entendues de leurs propres mots et bouches, là, qu'ils sont entrés en psychiatrie suite à l'annonce d'une séparation, là. Il y a de quoi qui marche pas, là. Comment vous expliquer que suite à une séparation, que vous tiltiez de même, là, c'est quoi qui se passe en vous? Puis je ne veux pas donner d'exemple parce que je veux que ça vienne de vous et que vous nous l'expliquiez. Au 25-226, mais par téléphone. Par téléphone, ça va être beaucoup plus aidant pour vous en parlant avec le Doc Mayou. Maintenant, Doc Mayou. Oui. Moi, je trouve ça épeurant, pour commencer. Et la première question, est-ce que ça peut arriver à n'importe quel homme? Non. OK. Fait que ça prend... Ben non. Ça prend une prédisposition. Ça prend... Oui, mais la prédisposition peut être extrêmement discrète, cachée, camouflée, à telle enseigne qu'on ne le sait pas. C'est la détection qui pose le problème. Et compte tenu qu'on ne peut pas détecter, on présume que ça peut arriver à n'importe qui. Non, c'est Mais pas... peut-tu y avoir une autodétectation? Tu sais, l'homme, là, il sent-tu monter? Parce que c'est une histoire d'homme, la violence suite à une séparation. Ah, oui. J'ai des chiffres là-dessus plus tard. Oui. Mais est-ce que l'homme... Attends un peu. Non. OK. La violence est une affaire d'homme principalement. La méchanceté est équitablement répartie entre les 2 sexes. Parce qu'on va parler de méchanceté. Ben, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Parce que c'est sûr qu'il y a une question de vengeance là-dedans, là. Une question de vouloir faire mal à l'autre, là. Définitivement. À celle qui reste. Bon, parce que il y a un élément que tu n'as pas mentionné, c'est que il est allégué dans le premier article que les enfants auraient été tués, un 5 ans et un 7 ans. Ils ont été tués et mutilés. Ah oui, ça serait acharné, là. J'ai hâte de voir. Tu sais, est-ce que c'est une autre histoire comme Guy Turcotte où la mutilation était porteuse d'un message pour la mère? Ça fait une différence. Alors, les Anglais résument ça à 2 mots. Madness or badness. Maladie ou méchanceté. Brièvement, sur la maladie, oui, il y a des cas de schizophrénie principalement, où
certains individus, particulièrement chez les femmes qui vont être dans des états dépressifs importants, voulant emporter dans la mort leurs enfants. Ça peut arriver. OK? Là, il nous manque cette arrivé. information-là, lui, à savoir s'il y avait des antécédents là, de problématiques de santé mentale. Là. Oui. C'est Parce important. qu'il est entré en psychiatrie, il a été hospitalisé parce qu'il avait des propos suicidaires. Mais y en avait-tu avant ou c'est juste... Bien, c'est juste. C'est à cause de la séparation. Là. On va y revenir parce que ce volet-là, je l'ignorais puis je ne l'inclurai pas trop dans notre conversation de ce matin. Là. Mais je commence cette année là, de profiter de tout incident, tout événement suicidaire pour rappeler les lignes téléphoniques des lignes d'aide. S'il vous plaît, ne versez pas dans le ridicule. S'il est vrai qu'il a été hospitalisé en psychiatrie, je vois mal, après une hospitalisation en psychiatrie, appeler tel suicide puis tel suicide, là. Tu comprends? Là, je fais un coup de téléphone, là. Alors, non, là, les grands outils ont été déployés. Ceci étant dit, bon, il y a différentes situations. Et j'ai hâte qu'on fasse l'autopsie de chaque suicide pour déterminer le plus possible les causes. Il y a une résistance à ça dans la nation canadienne-française et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi on résiste tant à préciser les causes des personnes qui se suicident. Que ce soit par pendaison, que ce soit collision frontale en auto, etc., par arme à feu, qui n'est pas le principal moyen, soit dit en passant. Bon. Alors, ici, Nous, on va avoir besoin d'une on- autopsie psychologique. On pourra le faire, nous, en passant. Ça, c'est pas la première fois que je le dis, là, mais on pourra le faire dans l'émission. Un sujet là-dessus. Oui. Y aller de front. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de culpabilité, peur que ce soit dévoilé au grand jour, peur de savoir la vérité. Tu sais, en tout cas. Etc., etc., Ouais. etc. Mais dans le cas, Alors, dans le cas qui nous concerne de ce matin, Alors, un homme peut être en colère, être furieux, puis faire de façon impulsive, s'en prendre aux personnes qui l'entourent. Ça peut arriver. Ça me surprendrait que ce soit le cas ici. Détresse psychologique, c'est-à-dire désarroi, désespéré, démolit ce qui l'entoure, tue les enfants. Ça me surprendrait que ce soit le cas ici. Parce qu'il l'a fait ça semble avoir été fait de façon planifiée. Peut-être que je me dans trompe. les infos qu'on a, il y en avait un dans le sous-sol, l'autre à l'étage, Puis lui, bien pendu. dans Puis une autre pièce. tu sais, c'est pas dans un brouhaha, là, dans une... Tu sais, C'est pas deux dans coups de une- feu en 2 secondes. Là. dans une désorganisation totale. Il y a des hommes qui deviennent frustrés lors d'une séparation et qui, de façon sereine, vont planifier une vengeance. Faudrait définir sérénité. Là. Oui, De façon sereine. Il me semble que Oh, serein, c'est un mot Calme. positif. Là. calme, OK. voulu, Machiavélique, là. machiavélique, réfléchi. OK, j'aime. Parce que serein, là, ça fait t'es bien dans ta peau, t'es bien dans ta Ah, vie. oh, et ils sont très bien, ils sont pas en détresse, là. J'en ai évalué. C'est Oui. encore plus apeurant, ça, là. Épeurant, dis-tu? Oui. Et c'est un volet. Tout à l'heure, j'ai essayé d'en parler à la commission. Puis Robert voulait rien entendre. Il me coupait la parole. La méchanceté masculine, il ne voulait pas en entendre parler. Et la méchanceté masculine est sereine. Elle est calme. Elle est féline. Le contraire d'hystérie, là. Tu sais, c'est vraiment calculé. Calculé, voulu. Voulu. J'attends les signes de mutilation sur les Mais, enfants. OK, mais je veux quand même Comprends-tu? poursuivre. Moi, je peux comprendre le concept de méchanceté. Je suis Bon. certaine que tout le monde ce matin, quand ils ont su cette nouvelle-là, qui ont pensé aussi qu'il a voulu se venger. Elle m'a quitté, m'a y fait mal. Elle veut me quitter parce que tout ça s'est passé dans le domicile Ouais, familial. elle était Donc, en pleine séparation, c'est ça. elle était Bon. pas partie trop loin. Bon, là. en tout cas, je vais À y 9 faire heures le mal. soir. Elle va souffrir de la vengeance. Méchanceté, je comprends le concept. Oui. Mais comment un individu, père de 2 enfants, à la limite, va graffiner son char? Tu sais, Non, ça, c'est féminin. je sais, ça. mais tuer ses propres enfants à coups de couteau, là. Oui, mais il faut comprendre la méchanceté.
faut comprendre la vengeance. Il veut la détruire à vie parce qu'elle a refusé d'être l'objet de sa convoitise sexuelle et accepté d'être convoitée par un autre mâle. As-tu pensé, toi, à l'insulte suprême pour beaucoup de petits mâles québécois? Fait qu'on fait... Mais il faut que ce soit fort, là. Ça l'est. Il y a des mâles. Tuer un petit gars de 7 ans, une petite fille de 5 ans, qui l'a vu grandir, qui a sûrement pris dans ses bras. Puis là, pour faire détruire l'autre, Oui. il tue eux, là. Oui. C'est complètement farfelu et capoté. Ben oui. Guy Turcotte. C'est dur de dire que la personne est sereine, par contre. Ben, quand, attends. tu sais. Ben oui. Ouais, non, attends un petit peu. Guy Turcotte pratiquait la cardiologie à 3h30 un après-midi. Et à 8h, donnait 40 coups de couteau à ses 2 enfants. À 7h30, il était, avec les 2 enfants, filmé à la vidéothèque. Conviens-tu que la détresse puis le désarroi n'a pas duré trop longtemps? Puis la colère? Non, c'est pas ça. Il a lu des textos. Il a pris le couteau. Il dit, je vais leur régler le cas. 40 coups de couteau. Ça a été ça, sa sortie à Guy Turcotte. On va aller à la pause. J'aimerais vraiment ça. Au 1-877-670-9330. Que vous nous expliquiez cette période de votre vie. Suite à une séparation, Oui. avez-vous vécu une grosse détresse psychologique, là? Avez-vous pensé au suicide? Puis comment vous expliquez ça? J'en dis pas plus. Je poserai des questions plus tard en compagnie du Doc Mayou. Vous pouvez aussi nous texter au 25226. Ça va être intéressant ce matin grâce à votre participation là, au 25226, mais 1-877-670-9330. Ça serait vraiment intéressant de vous entendre. Comment expliquez-vous la détresse psychologique que vous vivez en ce moment ou que vous avez vécu suite à une séparation? C'est ça notre question aujourd'hui. Et il y a toutes sortes de raisons. Là. Allons-y. Il y en a, exemple, il y a même quelqu'un qui confirme, ça fait longtemps, mais il y a 22 ans, j'avais tellement mal que j'ai pensé me suicider avec mes 2 enfants. Je ne voyais plus de solution. Heureusement, ça n'a duré que quelques heures. Une mère ou un père? Je n'ai pas le genre, malheureusement. Oui. Femme, 27 ans. Oui. À 16 ans, premier amour. Envie suicidaire constant. À 23 et 26, j'ai l'impression que lorsque la relation se termine, je me sens anéantie, dévastée, bonne à rien, comme si j'avais fait de ma vie tout au long de ces relations une priorité et que je vivais en second plan. Je me donne entière à l'autre. J'arrête de vivre pour moi-même en quelque sorte. Si j'avais des projets au plan d'avenir ou des rêves, je les quitte ou oublie. Passe l'être aimé en premier par peur de se faire abandonner. Je sens un grand vide intérieur puisque j'ai bâti ma vie, mon cercle, mon entourage autour de cette personne. Donc, j'ai l'impression de tout perdre. Est-ce que tu savais que sociétalement, dans la tribu canadienne-française, on valorisait les femmes qui se donnaient entièrement à l'autre? Mais ça n'existait pas pour les hommes, c'était uniquement pour les femmes. Ah, ouais. Et on valorisait ça. À tout donner, cet homme-là. C'est l'expression, là. Oui. Et je me donne entièrement à toi. Et lorsqu'une femme vous arrive avec ça, messieurs, sauvez-vous. Sauvez-vous. Elle a un problème majeur sur le plan psychologique. Madame, vous avez 27 ans. Votre histoire de vous donner entièrement à l'autre révèle une carence émotionnelle majeure, importante. Allez régler ça, allez consulter au plus vite pour découvrir d'où vient la carence. J'ai l'impression, Doc, que c'est pas la seule là, qui... tu sais, il y a même eu des films là-dessus. Là. Il y en a un qui me vient en tête, là. Mais des femmes qui, quand elles rencontrent un homme, voient plus ses amis, lâchent ses activités, ses nouveaux amis, c'est les amis du conjoint. Tu sais, c'est comme si elles abandonnaient pour
se mouler à l'autre pour être dans son cercle. Là. Qui plus est, messieurs, lorsque vous rencontrez une femme qui se donne totalement à vous sexuellement, sauvez-vous. Il y a un nid d'anguille sous la roche. Le don de soi, particulièrement sexuel, est un attrape-nigo. C'est une tentative déguisée de vous arnaquer, de vous attacher, de vous ligoter. C'est un joug. Genre de femme qui s'occupe pas de son plaisir à elle, mais juste celui de l'homme. Là. C'est ça, vous Ouais. faites référence? Ah, elle se donne. Écoute, c'est extraordinaire les 2-3 premières semaines, mais après ça, oh, il va y avoir une taxe élevée. Un prix élevé à payer, messieurs. Ça va vous coûter cher, très cher. Puis c'est cette même femme-là qui va souffrir après lors de la séparation? Ah oui. Mais la séparation pourrait venir non pas sur un fond de ciel bleu, mais plutôt trouble. Non, il y a des limites, là. On va se parler entre adultes. Ici, on a... je viens de me séparer. Oui. Tout va bien, mais je peux comprendre que certaines personnes tombent en détresse. C'est du stress, la réorganisation, en plus de la peine. C'est un gros deuil, de l'anxiété. Je vis des montagnes russes. Heureusement, je suis bien entourée. J'ai de l'argent pour organiser ma vie. J'ai un travail valorisant. J'ai des ressources psychologiques. Je m'outille. Bon, voilà. Homme ou femme? On ne sait pas. Moi, ça serait intéressant que vous recommenciez Oui. à marquer votre genre. Genrez un peu, là, parce que... Et puis, dites-nous si vous avez floché ou été floché. Vous avez été éconduit ou vous avez éconduit. C'est pas pareil du tout, là. Puis dites-nous si vous allez vers une meilleure ou s'il n'y a pas de remplaçant. Ce sont tous des détails importants. Parce que le gros deuil n'est pas toujours au rendez-vous, là. Le gros deuil, quand on floche, il n'y en a pas. Imaginez-vous donc. Ici, on a Femme 37, elle dit « Je suis TPL ». Ça, c'est trouble de personnalité limite. Bon. Et chaque rupture... C'est la grosse mode, hein? Ils sont tous TPL. Et chaque... Oui. Ben ouais, mais ça prend du monde pour diagnostiquer ça. Ils s'inventent pas ça en passant. Hein? Oh, vous savez, des médecins de famille la plupart du temps. Puis, Ben c'est ça. Fait TPL. que la personne qui écrit, je m'excuse, mais elle se l'est fait dire, là. Oui, ben, j'en ai vu une encore hier après-midi. J'en ai vu 2 hier après-midi, des supposés TPL. Bon, fait qu'il faudrait Oui. que peut-être que les médecins refassent leur classe, là, mais le diagnostic, il vient toujours bien de quelqu'un, là. Oui, faites attention avant de... J'invite les intervenants à faire attention avant de garrocher le diagnostic de TPL sur quelqu'un qui ne nous plaît pas tellement. Je suis TPL et chaque rupture est pour moi une détresse. C'est la peur de l'abandon, le rejet de l'autre qui me rend aussi en détresse. À chaque fois, je me dis que c'est la fin du monde, que je ne survivrai pas et que la mort serait une option. Oui. Alors, on arrête tout ça. Madame, vous avez 37 ans, c'est assez. Ça suffit. Vous n'avez pas ce qu'il faut pour fréquenter un adulte. Parce que vous n'êtes pas là. Et c'est pas parce que vous êtes TPL. Tant que vous n'aurez pas découvert pourquoi, d'où vient le sentiment de rejet de l'autre, tant que vous n'aurez pas fait une introspection dans votre enfance, vous demeurez seul et vous vous masturbez. Est-ce que c'est bien clair? Ça ne peut pas être plus clair, Doc Mayou. Il y a des limites, là. Il y a donc des prédispositions qui viennent de l'enfance. Ben voyons. Le rejet de l'autre, la fin du monde, la mort. Mais oui, ça vient de l'enfance. D'où tu penses que ça peut venir? Non, mais c'est parce que pour qu'on comprenne bien, là, je Oui. sais que tout vient de l'enfance, ça devenait de la mère en plus. Mais en tout cas... Non. Oh. Oh! Oh. Oh! 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 Non. Bon, pour une fois que c'est pas la faute de la mère, je vous écoute. Attendez. Habituellement, il y a une couple de géniteurs. Et les genres prennent beaucoup de place maintenant. Ce ne sont plus les genres d'autrefois. Il y a des genres qui déplacent les mères, qui tassent les mères, avec grand plaisir pour s'approprier la fillette. Pas le petit gars, tu sais. Au moins, on va y aller Ça pour une fillette. vulnérabilise la fillette qui devient Ben, adulte. Ben voyons.
Puis là, quand il y a une séparation, elle le vit moins bien qu'une autre qui aurait Ben oui. été... Puis là, il l'appelle ma princesse, elle flirte à tour de bras. Puis lorsqu'elle a 12-13 ans, qu'elle commence à être belle comme un cœur, là, il se trouve une femme. Imagine le désarroi de la fillette, de l'adolescente. Elle a des seins, elle est menstruée, elle est pubère, elle devient une jeune femme. Zouf, se trouve une femme. As-tu pensé au désarroi de l'adolescente, toi, qui était à la l'adolescente se sent rejetée, Et, abandonnée. ben, José, il a flirte depuis qu'elle a 3 ans. Tentative de suicide chez l'adolescent. Détresse, fugue, drogue. Ecstasy, amphétamine. PCP. Un peu de poudre. Un peu plus tard. J'invente rien, José, là. J'aimerais ça qu'on me dise, Mayou, t'as rêvé. T'as passé une mauvaise nuit. On va aller à la pause, Doc. C'était hier. Tu sais que pratiquer la psychiatrie, là, sais-tu ce que ça fait? Ça met les yeux vis-à-vis des trous. Mais ça doit être pas évident d'associer cet état-là au fait que le père a flirté avec sa jeune... Tu sais, ça prend un psychiatre, là, je m'excuse, mais Oui. ça doit pas être évident à diagnostiquer, à détecter, là, la Non. source. C'est une chose que ça prend? Beaucoup d'écoute. On va à la pause. Là, on veut vous parler, là. Expliquez-nous. C'est une grosse peine d'amour. On appelle ça comme ça, hein, au Québec, une peine d'amour. Mais on va parler aujourd'hui de détresse psychologique suite à une rupture. Racontez-nous comment vous l'avez vécu. On va corser les choses un peu, si vous nous le permettez. L'émission, elle sert à ça. Aujourd'hui, on veut savoir si vous avez subi une détresse psychologique suite à une rupture. On va aller au téléphone. Mais par texto au 25226 et de façon totalement anonyme. Tout ce qu'on veut, c'est votre genre, votre âge, puis aussitôt que vous allez avoir écrit, vous allez effacer. Ça, c'est très important. Est-ce que suite à une rupture, votre détresse était si intense que vous avez songé ou que vous avez essayé de faire du mal à l'autre? De quelque façon que ce soit, à différents degrés. Puis si vous voulez nous le dire, nous écrire à quoi vous aviez pensé ou ce que vous avez fait. Évidemment, manquez votre coup parce que vous êtes encore là. Alors, il y a eu des tentatives de pendaison relativement planifiées, puis malheureusement, le support de la douche a cédé ou le pôle de garde-robe s'est cassé, puis c'est arrivé. J'ai eu des cas comme ça. Mais ça peut être en suicide, mais ça peut être aussi de faire violence à l'autre, carrément. Là. Des gestes de violence, d'harcèlement, etc. Là. Parce que il y a un tabou. C'est la violence exprimée, la vengeance exprimée dans le suicide. Il n'y a personne qui parle de ça. Et c'est vraiment tabou. Alors, il y a des tentatives de suicide qui sont planifiées vraiment pour faire mal, pour blesser l'autre à vie, pour traumatiser l'autre à vie. Exemple, Jonathan Pomeroy ou Pomeroy. Pomarez, je pense. Pomarez, ou que notre dernier champion, écoute, il a tué 2 enfants, un au sous-sol, un en haut, puis lui s'est pendu dans la chambre. Et ça semble assez bien organisé, n'est-ce pas? Alors, c'est pas le free-for-all n'importe comment, là. On va aller au téléphone, on va parler avec Pierre qui nous appelle de Sherbrooke. Bonjour, Pierre. Bonjour. Oui, Pierre, on vous écoute. On vous écoute. Oui, j'ai un petit peu de difficulté à vous entendre, par contre, là. OK, nous, on vous entend très bien. OK, là, j'entends mieux. Moi, dans le fond, là, je voulais vous conter que, là, environ une dizaine d'années, j'ai vécu une séparation vraiment, vraiment difficile. Ça s'est terminé avec une faillite. J'avais pas d'enfant, par contre, mais ça s'est terminé avec une faillite. Puis j'étais vraiment d'une détresse extrême parce que dans ma tête, je pouvais pas vivre sans elle. Fait que même que je l'ai harcelée, la police s'est mêlée de ça. Dans ma tête, je pouvais pas vivre sans elle. Fait que tout ça pour dire que j'ai réussi à m'en sortir. C'est sûr que
Tu sais, avec l'histoire de la police, ça n'a vraiment pas été facile, mais il y a tout le temps espoir, tu sais. Puis aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, puis je suis heureux. J'ai 2 enfants, tout va bien, puis tu sais, c'est l'histoire du passé. Mais si elle vous laisse, cette femme-là, Pierre? Pardon? Si elle me laisse? Oui. Ben, avec la première expérience, j'ai compris qu'il y a toujours espoir. Tu sais, c'est ça que les personnes qui se rendent jusqu'au suicide ou au geste comme le monsieur a fait ce matin, hier, je veux dire, des gestes extrêmes comme ça, comprennent pas qu'il y a tout le temps espoir, que dans le fond, il y a tout le temps une chance qu'on puisse vivre de quoi puis s'en sortir de cette histoire-là. Mais moi, en bout de ligne, là, je vais vous dire la vérité, pourquoi j'appelle ce matin, là. Oui. Tantôt, j'ai essayé d'appeler et on m'a refusé la ligne, OK? Moi, j'avais une question pour le docteur Mayou. J'aimerais ça comprendre pourquoi que cet homme-là est allé rencontrer un psychiatre puis ils l'ont laissé sortir. J'aimerais ça comprendre pourquoi. Ce matin, on avait comme l'impression que vous vouliez éviter le sujet. J'aimerais ça comprendre pourquoi. Puis ça l'arrive souvent. Puis ça m'est arrivé à moi. Ma soeur est allée en psychiatrie. Ça faisait plusieurs fois qu'elle faisait des tentatives de suicide. Puis elle s'est suicidée 2 jours après être sortie de psychiatrie. J'aimerais ça comprendre pourquoi. Y a-t-il un problème à quelque part dans le système de santé? Y a-t-il un problème avec les psychiatres? Oui, définitivement. Okay. Fermez OK. votre radio, là, on a de Mais l'écoute. regardez même qu'on va pouvoir continuer sans vous. Là. OK. Bon. Merci, Pierre, d'appeler. Merci de votre colère, de votre frustration face à un état de fait que je déplore depuis très longtemps au Québec. À mon humble avis, le niveau de compétence moyen des psychiatres au Québec est insuffisant. Fait que ça répond clairement à la question. À mon corps défendant, il y a 30 ans, j'accusais les psychiatres de l'Université de Montréal d'avoir un retard important dans le diagnostic et le traitement des cas sévèrement atteints de schizophrénie. Je l'ai fait ouvertement et ça m'a coûté cher. Pas inquiète de ça. Alors, Pierre, vous êtes le bienvenu. La psychiatrie, on va vous dire que c'est une science inexacte et c'est vrai. Et je reconnais que sur les 1200 psychiatres au Québec, l'investissement, la préparation et l'investissement professionnel des psychiatres m'apparaît malheureusement bas sur une moyenne de groupe. Par contre, on va faire une règle de base dans l'émission. On choisit le sujet. Quand vous parlez à Benjamin puis que vous racontez une histoire, c'est celle-là que vous racontez en ondes. Le sujet du suicide, c'est demain possiblement qu'on va le faire ou très bientôt. On l'a dit tantôt. Je comprends la colère, je comprends tout ça, Oui. mais on ne peut pas commencer à faire 8000 sujets dans la même émission. Oui. Je vais juste dire ça. Oui. Maintenant, moi, ce qui m'aurait intéressé, s'il avait poursuivi là, dans notre Oui. sujet du jour, c'est que comment expliquer que dans la même famille, sa sœur se suicide et que lui-même, la police s'en mêle alors qu'il subit une détresse psychologique suite à une dépression. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? La recherche récente en psychiatrie, timide, mais tout de même un peu présente, nous apprend qu'à l'intérieur de certaines familles, il y a des propensions au désespoir plus grands que dans d'autres lignées familiales. Autrement dit, dans certaines lignées familiales, au Canada français, il y a du monde qui sont capables de prendre des épreuves solides et ne désespèrent jamais ou presque jamais. Alors que dans d'autres, ça tombe comme des mouches face aux mêmes épreuves. Fait que ça peut être C'est un fait inné, respectueusement. mais ça peut être inné, pas nécessairement acquis. Bon, il y a une faiblesse génétique dans certaines lignées familiales. Et je le dis respectueusement, José, non pas avec mépris. OK. Et l'autre point, Pierre, je vous mets en garde. Dans ma tête, je ne pouvais pas vivre sans elle. Vous êtes mariés, vous avez 2 enfants. Si
la conjointe vous laissait et décidait de quitter avec les 2 enfants. Avez-vous prévu dans votre tête votre réaction? C'est tout ce que je veux dire. On va parler avec Alexandre qui nous appelle de Gatineau. Bonjour, Alexandre. Bonjour, ça va bien? Alexandre. On vous écoute. Pour faire une histoire longue en histoire courte, cet été, j'ai appris l'infidélité de ma femme. Et puis, comment je peux dire, la détresse psychologique elle avait été tellement forte, un sentiment que j'avais jamais ressenti avant, que sans même y penser, on roulait sur l'autoroute et puis je lui ai demandé d'accélérer à 140 km/h pour me lancer en bas de la voiture. Puis si elle n'aurait pas eu le réflexe de m'agripper le bras au point où ce que vraiment ses ongles étaient incrustés dans mes bras, dans mon bras, je pense que je serais pas là aujourd'hui. Et racontez-nous l'impact sur la relation. Je dois dire que si j'aurais pas été chercher l'aide que je suis allé chercher, puis l'outillage que je n'avais pas à ce moment-là, je pense que possiblement le mariage serait brisé, ainsi que la vie de famille des enfants. Aujourd'hui, c'est pas rose, c'est pas tout le temps rose. Il y a des séquelles face à ça, mais on travaille ensemble dans la reconstruction de la confiance et puis Alexandre, de la qualité du couple. Honnêtement, combien de fois par jour vous pensez à la relation extra-conjugale? Soit dit en passant, c'est pas votre femme. Hein? On va arrêter ça, ces niaiseries-là. Là. C'est votre conjointe, puis la mère de vos enfants. Alors, c'est pas à vous, là. C'est pas votre chien, là. Moi, je veux bien que vous nous appelez puis vous nous dites « mon chien », mais ma femme, ça passe pas dans mes oreilles. D'accord, Alexandre? Quel âge avez-vous? J'ai 26 ans. À 26 ans, là, on va arrêter de l'appeler ma femme. D'accord? C'est votre conjointe ou elle a un prénom. Bien, vous ne donnez pas son prénom, là, mais normalement, c'est les affaires de ma femme, là, le chien, c'est fini. D'accord? D'accord. Ceci étant dit, question, combien de fois par jour vous pensez à la relation extra-conjugale de votre conjointe? Actuellement. Je peux pas les compter sur 2 mains. On saute-tu une journée de temps en temps ou même pas? Oui, j'ai des journées vraiment de répit psychologique et mental, mais un simple petit détail aussi minime que ça peut être, ça peut me ramener à ça. Ouais. On n'est pas... C'est arrivé il y a combien d'années? Ah, c'est arrivé cet été. Oui, oh, excusez-moi. C'est vrai, vous l'aviez dit. Cet été. Le plus de journées que vous avez cumulées sans penser à sa relation extra-conjugale, ça a été combien à date, là? Vous dites que vous avez pu sauter une journée. Avez-vous pu sauter 2 jours? Oui. Oh! C'est arrivé combien de fois depuis l'été? Environ 5 fois par période de 2-3 jours. Bon, c'est pas pire, c'est pas pire. On s'en vient, mon Alexandre. J'ai une question, moi aussi, pour vous. C'est quand vous avez appris l'infidélité, l'objectif de ça, c'était suite à ce qu'elle vous l'a dit ou que vous l'ayez appris, là. Est-ce que c'était la séparation? Est-ce que vous vouliez vous séparer ou bien c'était pas... Elle voulait que vous continuiez puis que vous passiez par-dessus? OK. De son côté à elle, elle ne voulait pas que je lui pardonne parce qu'elle n'était pas prête à assumer de faire face à ses gestes, que ce soit dans l'environnement familial, faire face au regard des gens, puis tout ça. Elle voulait vous laisser ou pas? Elle voulait pas me laisser, mais elle voulait pas vivre avec les répercussions, le doute installé, puis la brisure d'une confiance. Elle savait pas comment gérer ça de son côté émotionnellement, psychologiquement. Puis vous, comment vous expliquez votre réaction quand même assez intense, là, de vouloir vous enlever la vie parce qu'elle était avec un autre homme? C'est
ça a été l'orgueil. C'est vraiment ça qui... C'est-à-dire? L'orgueil d'un homme, c'est... Mauvaise nouvelle. Alexandre, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. L'orgueil d'un homme. Ça marche pas. Est-ce que vous croyez vraiment que vous êtes un homme? Oui, je dirais que oui. Ou l'orgueil d'un adolescent attardé. Fils à qui? Fils à maman? En quel honneur que vous êtes un adolescent attardé? Loin d'être le fils à maman. Bien, vous êtes comment vous expliquez que vous soyez un adolescent attardé? Je serais pas prêt à dire ça vraiment. Là. C'est vraiment... Voyons, Alexandre. Faut le vivre pour le comprendre. Oui. Ah, faut vivre pour le comprendre. Moi, je comprends rien là-dedans. C'est vrai, vous avez raison. Alors, l'orgueil d'un homme. Non, vous n'êtes pas un homme. Mauvaise nouvelle. Alors, l'orgueil d'une personne qui n'est pas capable de devenir un homme. Et je soupçonne que c'est en lien avec la relation extra-conjugale de votre conjointe. Vous êtes-vous déjà demandé comment ça se fait qu'elle est allée copuler avec un autre? Oui, j'y ai demandé, puis... Vous êtes-vous déjà demandé, parce qu'elle vous a menti, vous êtes-vous déjà demandé, vous? Ben, je me l'ai déjà demandé, mais je veux dire, au final, c'est pas avec lui qu'elle est partie. Alexandre, au final, lui, il couche encore tout seul le soir, puis c'est avec moi qu'elle couche. Alexandre, l'orgueil d'un homme, c'est impossible. Je comprends, c'est votre façon de vous exprimer, mais réfléchissez un petit peu, là. L'orgueil d'un homme. Non. Un homme, ça s'assume. C'est pas orgueilleux, un homme. Si vous mettez le mot orgueil avec homme, qui veut dire personne adulte et mature, c'est impossible. L'orgueil, c'est un péché capital dans la religion catholique. Pourquoi? Parce que c'est une tare, c'est une carence. Mais est-ce que je peux me permettre quelque chose, Doc? Allez-y, oui. Moi, dans ma philosophie à moi, de pardonner un geste comme ça, puis de donner une seconde chance à la femme qu'on aime, je trouve que c'est agir en homme. Mais si j'aurais devenu un Hugo Fredette ou un Guy Turcotte du Québec, ça, c'est pas être un homme. Alexandre, vous êtes gentil, vous êtes candide, vous êtes transparent. Mais non. Votre histoire de seconde chance à votre conjointe est une attitude infantilisante. C'est pas l'attitude je serais curieux de savoir pourquoi, Doc. Bien, c'est parce que c'est traité l'autre comme un enfant. Je lui donne une seconde chance. Voyons, Alexandre, réfléchissez aux mots. Allez réfléchir tranquillement, décanter, là. C'est sûr que je vous ai bardassé pas mal fort. Puis tenter de comprendre pourquoi elle est allée voir ailleurs. Oui. Mais, tu sais, l'orgueil d'un homme, c'est ma philosophie infantilisante envers ma conjointe. C'est tout relié, là. Pourquoi est allé voir un autre? C'est tout relié. Tranquillement, on va glisser avec un peu de vaseline sur la pente de l'introspection. Alexandre, vous avez seulement 26 ans. D'accord? D'accord. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci. Parce que Alexandre est très représentatif. C'est un jeune homme brillant, manifestement intelligent, qui se défend avec des mécanismes de rationalisation et d'intellectualisation relevés. Mais ce sont des mécanismes de défense bidons. Mais il y en a plein, hein? Et avant de le juger, je comprends beaucoup Alexandre quand il parle de l'orgueil d'un homme. Fait qu'il y en a peut-être aussi qui se reconnaissent en lui. Beaucoup, mais on peut pas être un homme et être orgueilleux. On peut juste être orgueilleux et être un adolescent attardé. C'est pas fin, je suis pas fin un matin. L'orgueil d'un homme. Un homme n'est pas orgueilleux. Non, c'est un péché capital, l'orgueil. C'est un vice, c'est une tare, c'est une carence qui n'est pas présente chez une personne mature, adulte.
On va C'est à un la signe pause. que vous n'êtes pas adulte. Très Respectueusement dit. Très intéressant. Passe pas du mépris, là. Ouais. On va aller à la pause, Doc. On a même déjà pris du retard. Et au retour, on a Michel qui nous appelle de Matane. On veut savoir si vous avez déjà vécu une détresse psychologique très forte suite à une séparation ou, plus loin que ça encore, par texto, avez-vous déjà songé à vous venger parce que l'autre vous a quitté, à la harceler, à lui faire du mal? 25 226, votre genre, votre âge, et on efface le texto après que vous ayez pesé sur « Envoyer ». Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Comment avez-vous réagi là, suite à une rupture? Est-ce que vous avez vécu une détresse psychologique intense? Racontez-nous ce que vous avez vécu. Et juste avant de parler avec Michel, on a Mathieu, 38 ans. Il dit, à 28 ans, j'ai sincèrement pensé à me suicider suite à une rupture et suite à ce que la majorité des femmes que j'approchais n'étaient pas intéressées. Hypothèse du pourquoi. Ma sœur, qui était pour moi plus une mère que ma propre mère négligente, me répétait toujours qu'elle aurait aimé se marier avec moi. Elle m'adulait. J'allais chercher avec elle de l'affection dont j'avais désespérément besoin. J'ai honte de le dire. Oui, oui. Et as-tu dit, ma sœur voulait... Oui, oui, oui. Puis là, il dit, j'ai hâte de le dire, mais j'étais amoureux de ma sœur comme elle l'était de moi. Quand elle s'est fait un chum, alors que j'avais environ 17 ans, son adulation pour moi a complètement transféré sur son chum. Il en est ressorti en moi un sentiment de rejet, de trahison et de haine. Par la suite, je pense que je revivais ces sentiments noirs chaque fois que je me sentais rejetée par une femme. Est-ce une hypothèse plausible que la négligence de ma mère mêlée à la relation tordue avec ma sœur ait causé mes idées suicidaires? Définitivement. Excellent scénario. Écoute, oui, c'est digne d'une psychanalyse en règle. Alors, c'est ça l'introspection, chers auditeurs. C'est regarder dans le passé qu'est-ce qui, au niveau relationnel, nous a à ce point, affectif et relationnel, nous a à ce point vulnérabilisés. Là, il nous manque des détails, mais l'histoire de la sœur qui voulait le marier, j'aimerais savoir quel âge avait la sœur, jusqu'à quel âge de la sœur elle a manifesté ces désirs-là et quel âge lui avait. J'aimerais avoir l'âge des deux, là. Ça a duré de quel âge jusqu'à quel âge, les deux. Si vous aviez la gentillesse, chers... L'âge, chez les enfants, les adolescents, l'âge et le genre est toujours un facteur important, significatif. Oui. Toujours. Donc, on s'en va à Matane. On va parler avec Michel. Bonjour. Donc, on s'en va maintenant. On va parler avec Michel. Allô, Michel? Bonjour, ça va bien? Oui, vous allez devoir fermer votre radio. OK, d'accord, c'est fait. OK, merci. On vous écoute. Oui, écoutez, moi, en décembre, ma vie a chamboulé complètement. J'étais avec une femme depuis 14 ans, on avait un enfant, puis moi, je travaillais sur la route, puis elle a eu l'idée de me mettre une lettre dans mes bagages une journée que je suis parti pour me dire que durant le temps des fêtes, on s'était prévu un voyage chez ses parents, puis tout ça, puis elle m'a dit, moi, je vais partir toute seule avec notre fille, faut que j'aille réfléchir sur notre relation. Je dois faire ça seul pour prendre une décision à mon retour sur savoir qu'est-ce que je fais, quel sera l'avenir de notre couple. Et puis moi, le 23 décembre, par hasard, je me suis rendu compte que finalement, elle était partie réfléchir dans les bras d'un autre. Alors, j'ai fait comme si de rien n'était. Michel, disons que ça lubrifie le canal de communication. Désolé, j'ai pas bien compris, Doc. C'était une boutade. Allez-y, continuez. Je continue? Oui. Oui. OK. Donc, c'est ça. Dans le fond, moi, le 23 décembre, je me suis rendu compte qu'elle était partie réfléchir dans les bras d'un autre. Mais j'ai fait comme si de rien n'était. On se rencontrait un petit peu plus tard dans le temps des fêtes pour passer un peu de temps en famille avec notre fille. Puis j'ai fait comme si de rien n'était. Je me suis dit, je vais attendre qu'elle revienne de sa réflexion pour savoir qu'est-ce qu'elle a décidé. Puis finalement, elle revient de sa réflexion, puis elle me dit rien, elle me parle pas de rien. Donc, le 5 janvier, j'ai décidé de la coter au pied du mur. Puis j'ai dit, je sais que tu m'as trompé, puis tout ça. Moi, pour le bien de notre fille, j'étais prêt à passer par-dessus ça. Mais je lui demande pourquoi tu me l'as pas dit que tu allais
t'allais voir un autre homme. Elle me dit, je voulais pas parce que je devais savoir si ça allait fonctionner. Je savais pas si ça allait marcher avec l'autre. Alors là, en plus de ça, je me suis rendu compte que j'étais rendu le plan B. Ben oui. Mais c'est toujours... j'ai- Ben oui, c'est fréquent. Vous avez l'air... Quel âge avez-vous, Michel? J'ai 36 ans. Mais oui, mais... Être le plan B, vous êtes encore dans le plan de match. C'est De ça quoi que je tu- me suis rendu compte. Bon, merci. Mais là, Ben est-ce oui, que vous plan êtes B, c'est encore mieux que avec rien. elle? Comment vous avez réagi? Non, je suis plus avec elle parce que là, parce que j'étais prêt à passer par-dessus bien des choses, mais là, passer pour un plan B, en plus que dans le fond, elle est revenue le 2 janvier, puis le 5 janvier, parce que là, ma travailleuse sociale, elle m'a dit, t'as pas de bon sens, tu peux pas vivre comme ça, il faut que tu la cotes au pied du mur. Ah, me semblait aussi. Aïe, 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 aïe. Fait que là, c'est ça, puis là, mais là, tant que moi j'ai eu de la peine, elle était correcte. Mais là, finalement, moi, par hasard, je me cherchais pas quelqu'un dans ma vie, par hasard, je rencontre une femme. Oui, racontez-nous le hasard sur le coin d'une rue. À travers Non, ça, mais vous avez baissé votre vitre. Non, mais fait que dans le fond, mon... Michel, pendant le temps des fêtes, Michel, regardez, je avec rencontre- nous, là, oui. Vous l'avez... laissez faire le hasard. Comment vous avez OK. rencontré cette femme-là? Sur Tinder. Michel, regardez, Oui. José, C'est pas une application pour faire son épicerie, là, Thunder. José, j'ai un problème, là. Michel, vous êtes pas fin, là. Vous avez essayé de nous mentir effrontément. Par hasard, je rencontre une femme. Je suis sur Tinder, un site de rencontre. Michel, Bon, vous avez bien raison, Bon. mais je cherchais pas nécessairement quelqu'un, une compagne de vie, là. Parce que dans le fond, tous les amis qu'on avait après 14 ans, tous les amis Michel, qu'on a, honnêtement, principalement, vous cherchez une femme pour vous vider, n'est-ce pas? c'est pas mon genre, mais un de mes amis m'a dit qu'il fallait que j'apprenne à les baiser sans amour. Bon, Michel, Alors, il m'a dit, vous Tinder, cherchiez c'est une bon pour femme. ça. Vous cherchez une femme sur Tinder pour vous vider. On s'obstinera pas là-dessus, là. On va dire que vous avez raison. OK. Non, mais j'ai une autre hypothèse, moi. Allez-y. Et c'était aussi peut-être pour vous venger. Elle me l'a fait, je vais y faire. Effectivement, c'est ça. Je me suis rendu compte de ça un petit peu plus tard parce que, finalement, je rencontre cette personne-là sur Tinder, puis Oui. là, je suis en train d'y écrire et mon ex me dit, parce que là, on partageait la même maison, c'était relativement récent, et Oui. puis là, elle me dit, c'est quoi tu fais? J'ai rencontré quelqu'un sur Tinder. Puis là, elle me dit, moi, je me suis inscrit là-dessus, Tinder, là, 6 mois, puis ça a jamais marché. J'ai jamais rencontré personne. Mais là, moi, dans ma tête, elle dit, là, 6 mois, on est ensemble, qu'est-ce que tu faisais sur Tinder pour commencer? Et puis là, je lui montre, je lui dis, regarde, moi, je suis en train de parler avec elle. Puis là, c'était effectivement pour me venger, parce que c'est une femme magnifique, jeune, et la femme de mes rêves que je suis en train de discuter avec. Oui, mais attendez un peu. Et là, vous piquez notre curiosité. Qu'est-ce qui est arrivé avec la femme de vos rêves? Finalement, je suis en couple avec. Oh! Et est-ce qu'elle est encore jeune et magnifique, la femme de vos Oui, rêves? elle est toujours jeune et magnifique. Et pour moi, elle va être magnifique tout le reste de ma vie. C'est Michel. une personne merveilleuse que j'ai rencontrée. Michel, alors dites merci à votre ex, là. de C'est vous avoir- justement quand Dites c'est arrivé avant Noël, dites merci à votre ex de vous avoir déniaisé. C'est un bon point. On Bye, va se quitter Michel. là-dessus. Bye, Michel. Merci, bye. Bye. Hey, mais, par hasard. Mais le mensonge à soi et à l'autre, mais coudonc, ça fait partie de notre culture. Il rencontre une femme par hasard sur Tinder. Savez-vous quoi? Moi, j'ai trouvé du saumon frais par hasard. Je te donne poissonnerie. c'est pas mal Je ça. pêche le saumon. Puis par hasard, il y en a un qui a mordu. Je suis dans une rivière à saumon, dans le bas du fleuve, ou sur la côte nord. Puis il y a un maudit beau saumon qui mord. C'est par hasard. Je me trouve là par hasard. J'ai 2 pieds dans la rivière, j'ai de l'eau jusqu'en dessous des épaules. Une rivière à saumon. On va à la pause. On veut savoir si vous avez déjà vécu une détresse psychologique lors d'une séparation. On a Femme 32
J'ai trompé le père de mes enfants. J'ai gardé la maison. Mon nouveau conjoint est déménagé dans ma maison. Le père de mes enfants s'est refait une conjointe que j'ai rencontrée en l'invitant à l'anniversaire d'un des enfants. Suite à cette rencontre, quelques mois plus tard, ils ont déménagé ensemble. J'étais hors de moi. Je lui ai envoyé une lettre de huissier demandant la garde complète des enfants et une pension. 1 an et demi de calvaire. J'ai perdu ma cause. Aujourd'hui, une garde partagée. Je regrette car aujourd'hui, la relation de coparentalité est brisée. Je ne suis pas capable de garder mes relations plus de 2 ans depuis ce temps-là. Ça veut dire qu'elle, c'était correct qu'elle se fasse un conjoint, mais lui qui refasse sa vie, c'était pas correct. Ouais. Bien, merci de la candeur en passant. Oui, puis c'est pas rare. C'est pas rare. Mais vous devriez Alors, appeler, vous, pour qu'on gruge, qu'on aille plus loin, là. La méchanceté, être méchant, là, c'est équitablement réparti entre les hommes et les femmes. OK? Cependant, la violence des gestes, pas les tentatives de suicide, la violence des gestes envers l'autre. Violence, c'est pas envers soi, c'est envers l'autre. C'est définitivement beaucoup plus violent chez les hommes. Maintenant, l'implosion, très fréquent chez les femmes. Alors, méchante et suicidaire, autant dans un genre comme dans l'autre, mais violence est masculine. Homme 34. Oui. Moi, je subis les menaces, le harcèlement de mon ex depuis notre séparation il y a 6 mois. Je suis malheureusement pieds et poings liés car mon ex est policière. Qu'est-ce que je peux faire pour mettre fin à ça, Doc? Non. Avez-vous des enfants? Ça dépend. Regardez, comprenez bien que à partir du moment où vous avez des enfants, il n'y a plus de divorce possible. Il n'y a qu'une séparation, peu importe le statut légal. Bon. Dans votre cas, menace, harcèlement, femme policière, s'il n'y a pas d'enfants, soyez patient, elle va se décrinquer tranquillement. Puis, lorsque sa cheminée sera bien ramonée par le ramoneur, il y a des fortes chances qu'elle se calme encore plus. S'il y a des enfants, attendez-vous à maintenir le lien avec cette femme-là pour minimalement les 10 à 15 prochaines années. Mais point de vue plus technique, là, tu sais, s'il y a menace, s'il y a harcèlement, là, moi, je documenterai le tout, mine de rien. Et... S'il y a des écrits textos, vous gardez ça. Si... peut-être filmer. Bon. Pour se protéger, là. Ce que mes patients me racontent beaucoup, c'est que menaces et harcèlement, c'est nettement préférable de les avoir enregistrés. Bien, c'est ça. Lorsqu'arrivent certains moments litigieux. Oui. Je ne recommande pas ça à ma clientèle. Ma clientèle m'apprend que les cellulaires, c'est des maudites belles enregistreuses et les petites enregistreuses sont rendues tellement minuscules. Oui. Il y a des petites caméras, mine de rien. Oui. On va aller au téléphone, on va parler avec Richard de Québec. Bonjour, Richard. Oui, bonjour, José. Ça va bien? Oui. Richard. Bonjour, Doc. Je voulais vous féliciter pour votre émission très super. Aujourd'hui, ça vient me chercher là, parce que j'ai vécu une situation dans les années 90. J'ai vécu une séparation qui était dure émotionnellement puis physiquement ensuite à ma tentative de suicide. J'ai été 2 mois et demi à l'hôpital, 21 transfusions de sang, puis en tout cas. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, Richard, qu'est-ce que vous avez fait comme tentative de suicide? Je me suis ouvert la jugulaire dans le cou, puis à un moment donné, tu sais, ça coagule, là, fait que j'ai enlevé mon gilet, puis je me suis donné un coup de couteau dans le ventre. OK. Et c'est ça. En tout cas, moi, pour dire une chose, c'est que le problème, moi, personnellement, mon problème, c'était l'acceptation. Je pense que c'est le problème de pas mal tout le monde, là. C'est d'accepter les épreuves de la vie. Quand tu as un bon sens pour accepter, moi, aujourd'hui, que ce soit dans n'importe quel domaine, une perte d'emploi, une perte de conjoint, un malheur, whatever, pour moi, c'est l'acceptation. À partir de là, tu peux t'en revirer de bord, puis c'est sûr que ça me revient dans la tête, mais juste le fait d'accepter. Oui. Richard, Richard, vous êtes un bon gérant. Vous êtes un bon gérant d'estrade.
Mais tu sais, ça a pris des années, Doc, là. J'ai pas fait ça du jour au lendemain, là. J'ai du cheminement en salle. Moi, j'ai des thérapies, j'ai des solitudes, des intensifs. Ça a pris 7 thérapies. En tout cas, regardez, là, aujourd'hui, moi, j'ai 49 ans. Puis, comment je pourrais dire ça? Je suis nerveux, là, aussi. Oui, ça... Regardez, moi, je fais un coup. J'aime ça prendre une petite bière, hein. Puis c'était l'affaire je me suis battu longtemps, Doc, là. Oui. Mais aujourd'hui, j'accepte de prendre ma bière, puis le lendemain, j'accepte d'aller travailler. Ce que j'aimerais savoir, Richard, si vous me permettez, vous avez suivi des thérapies, vous avez appris à parler, mais vous n'avez pas appris à écouter. Alors, votre grosse lagune... Excusez, quand je suis nerveux, j'ai de la misère. Oui. Puis quand vous n'êtes pas nerveux, vous avez tout autant de misère. Richard, est-ce que vous vous souvenez, quand vous avez, dans la période où vous avez été flushé, dans les années 90, est-ce que vous vous souvenez d'avoir eu des idées de tuer? Excusez, j'ai mal compris la dernière phrase. Est-ce que vous avez eu des idées de tuer, de vous enlever la vie? Oui, vous l'avez fait. Maintenant... Non, pas de tuer. Non. Quelle idée vous avez eue concernant une possible vengeance? Ben, moi, c'est de me venger contre moi. On dirait, je sais pas. J'étais pas heureux avec moi-même. Fait que c'était dur d'être heureux avec l'autre, là. Fait qu'elle, en me laissant, c'est sûr que j'étais plus capable de vivre avec Richard. J'étais pas capable de me regarder dans un miroir. J'étais l'homme le plus malheureux au monde, là. Je voulais plus vivre, that's it, là. Et vous avez eu aucune idée de l'agresser, de l'harceler? Non. Je suis un peu heureux, moi, en partant. Je suis un gros bonhomme, puis dans le fond de moi-même, je suis un peu heureux. Bon. Et qui vous a rendu peu heureux, soit dit en passant? Ben, c'est de reconnaître ses peurs. Moi, je vais vous dire une chose, c'est que... Qui vous a rendu peureux? Hey, vous avez fait 7 thérapies, il faudrait que ça paraisse, là. Qui vous a rendu peureux? Oui. Dans mon enfance, sûrement, là, que ça s'est passé. C'est-à-dire? Dans le milieu où je me suis tenu, je cherchais tout le temps à m'identifier envers des personnes qui savaient se battre, des gros bonhommes. Qui vous a rendu peureux? C'est bien mes congéniteurs. Peut-être, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, Doc. Et Richard, cette thérapie, ça a servi à quoi? Ben, ça m'a aidé, mais ma thérapie, Richard, la meilleure... avant de prêcher la bonne parole, essayez de continuer un petit peu votre introspection, d'accord? Oui. Bye, Richard. Bye. En passant, on n'a pas une bonne nouvelle. L'homme qui s'est séparé, là, qui reçoit des menaces et du harcèlement de la part de son ex qui est policière, il a 2 enfants. 2 garçons de 8 et 12 ans. Oui, il est pogné. Il y a un sérieux problème. Alors, prudence. Prudence. Et documentez tout. Là. Pour les 10 prochaines années. Je m'étais pas trompé. 8 et 12. Les prochains 10 ans, graduellement. Graduellement, ce ne sera pas toujours comme actuellement. On n'a aucune idée comment ça va tourner. Parce que n'allez surtout pas donner le bénéfice du doute à la femme policière. Elle peut être correcte, elle peut être mesquine, elle peut être méchante. On va à la pause. Au retour, on va parler avec Guylaine qui nous appelle des Cantons de l'Est. On va aller sans plus tarder au téléphone parler avec Guylaine qui nous appelle des Cantons de l'Est. Bonjour, Guylaine. Allô? Bonjour. Oui, on vous écoute. Oui. Oui. En fait, moi, j'ai vécu une séparation après 20 ans de mariage. Oui. Et ce, avec l'agent d'immeuble dont on avait engagé pour nous trouver une nouvelle maison, puisqu'on avait vendu la nôtre. Oui. On a passé des journées, toutes les 3. J'ai passé plusieurs journées avec elle seule. Tellement qu'il y a eu une amitié qui s'en est développée, qu'on devait partir en voyage, elle et moi. Tellement c'était... Et par la suite, pour me rendre compte que dans le salon, assise, moi dans le salon, lui à son ordinateur, dans la cuisine, pour me rendre compte qu'il se communiquait par Messenger et que par la suite, il est parti avec. Avant même que la libération et la vente de la maison et de la notaire et tout ça.
Par la suite, il m'est revenu disant que la personne n'était vraiment pas coopérative, elle l'aidait pas puisqu'il travaille le bois. Et il ne voulait pas l'aider à faire quoi que ce soit. Pour retourner ensuite avec elle et revenir encore vers moi, étant un crochet, puisqu'à un certain point, il demeurait dans une roulotte qui s'était achetée. Il devait fermer la roulotte. Alors, ça, il prenait un endroit pour demeurer. Il venait demeurer chez moi 3 semaines. Oui. Pour me rendre compte que par la suite, il était parti. Il n'avait jamais quitté la conversation avec elle ou la communication avec elle. Oui. Il l'amenait souper, quoi que ce soit. Ce qui me fait dire ça, c'est que je vérifiais. Chaque fois qu'il me disait quelque chose, je m'étais tellement fait mentir que je ne pouvais pas m'empêcher d'aller vérifier. Et à chaque fois que je vérifiais, bien, mes doutes ou mes présomptions étaient réelles. Mais j'ai une question, Guylaine. Avec le recul, là, comment vous expliquez le fait que vous l'ayez repris aussi souvent? J'ai toujours cru qu'en mariant quelqu'un, je le mariais pour le meilleur et pour le pire. Ben oui. Quand je le prenais, il y avait des belles paroles qui me disaient que oui, c'était moi et c'était pas elle. Et tous les défauts qu'il pouvait y trouver, il pouvait dire. Je le sentais sincère. Ouais. Malgré tout, je vérifiais. Et c'est ce qui m'en a. Et quel âge avez-vous, Guylaine? Quel âge avez-vous, là? Je suis dans la soixantaine. Vous êtes dans la soixantaine. Et la séparation après 20 ans, c'est arrivé quand, ça, cette séparation-là? C'est assez récent. C'est-à-dire ça fait quelques mois, peut-être 3 mois. Ah, OK. C'est très récent. Avec enfant avec lui ou pas d'enfant? Pas d'enfant avec lui. Par contre, j'avais une fille, moi, qui a toujours considéré sa fille et qui l'a élevée comme sa fille. OK. Et elle l'appelle papa. Et à ce jour, je lui laisse la liberté. Elle a le droit de garder le contact. Je lui laisse la liberté. On ne peut pas laisser la liberté à quelqu'un. La liberté se prend. Elle ne se donne pas, chère Guylaine. C'est un petit détail en passant, là. Je lui laisse la liberté. On ne peut pas laisser la liberté à quelqu'un. Si on est capable, on a le pouvoir de laisser la liberté, ce n'est pas de la liberté. C'est qu'on lui on lui donne de la latitude comme nous l'avons décidé. Alors, c'est un lien de domination. Mais comment ça va maintenant, Guylaine? Pas fort. Je suis très triste de cet événement, de ce déroulement, des mensonges qui m'ont été encore dits et faits. Oui. Même s'il était chez moi, je voyais quand même qu'il n'était pas complètement là. Oui. Et c'est ce qui m'a mis dans le doute. Oui. Quel âge a-t-il, votre conjoint? Il est un peu plus jeune, il est plus près de la soixantaine, mais pas encore. OK, légèrement plus jeune. Il y a près de 60 ans ici. Et l'agente d'immeuble a quel âge? Elle a dans les mêmes âges que lui. Ah, près de fin de la cinquantaine. Mm-hmm. OK. Alors, on est dans un groupe d'âge similaire. Mm-hmm. Comment vous voyez l'avenir, Guylaine? J'ai écrit une lettre. Je lui ai écrit une lettre. Oui. Je lui ai écrit une lettre à elle aussi. Oui. Lui disant qu'est-ce qu'il y avait été de notre relation pendant 20 ans. Oui. Et en écrivant la dernière ligne de cette lettre, j'en ai passé la nuit. J'ai senti une libération. Oui. Par contre, chaque fois qu'il y a contact, quel que soit par texto ou par Messenger ou par téléphone, je retombe dans une noirceur que je n'aime pas et qui n'est pas moi. Oui. Mais une noirceur de là à dire. Guylaine, on doit se quitter. Bonne chance. Oui, c'est... OK. Écoute, peu importe le groupe d'âge, José. La douleur, la souffrance. Et les carences, les vides peuvent être présents à 26 ans et tout autant à 60. Merci, Doc. Bonne journée. Merci, Benjamin. On se retrouve demain. Bye. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou.
et José Arsenault.